parlant avec la demande. Merci. Monsieur le député de l'Assemblée, l'opposition officielle, le député d'Acadie, pour 19 minutes 36 secondes, s'il vous plaît. Président, parlons maintenant. 9,7 l'an passé, 8,7 cette année. Merci. Parfait. En janvier dernier, le 21 janvier 2025, le palais de justice à Montjoly a dû fermer ses portes. Ce qu'on a appris par la voie des journaux, c'est que les conditions de travail étaient dangereuses. Est-ce que vous pouvez nous dire si le ministère ou le gouvernement a investi de l'argent dans le palais de justice de Montjoly avant sa fermeture? Et combien? Combien d'argent avant Oui. on a investi à Montjoly préalablement? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait des frais de loyer d'environ 36 000 par année à Montjoly. J'ai indiqué notamment au maire, au M. Soucy, au député de Matane-Matapédia également, que nous devions relocaliser les activités parce que notamment, en fait, la commission de la santé, la commission de la CNSST a fait des inspections, a fait des rapports, notamment les organismes également, le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, souhaitait que ça soit déménagé en raison notamment de l'absence de blocs cellulaires, l'absence d'aires de circulation sécurisées pour les juges, l'absence d'un parcours sécuritaire pour les personnes victimes qui doivent parfois passer dans le corridor où peuvent se retrouver leur présumé agresseur, l'accès limité aux outils de témoignage, l'absence d'espace sécurisé pour la tenue de rencontres entre les procureurs, du directeur des poursuites criminelles et pénales et les personnes victimes. Donc, il faut comprendre que le bâtiment appartient à la ville de Montjoly. Alors, nous, on a dit à la ville, écoutez, on souhaite retourner à Montjoly. Cela étant, il faut que l'offre de service soit sécuritaire pour l'ensemble des utilisateurs. Et donc, je comprends la lecture du rapport. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez déposer le rapport de la CNESST auprès de la commission? Je ne sais pas. On va vérifier si c'est confidentiel. On va vérifier si c'est confidentiel. Parfait. Et si c'est possible, j'apprécierais qu'il soit déposé à la commission. Je comprends de la lecture que vous faites probablement d'extrait ou d'un condensé du rapport qu'il y avait des enjeux de sécurité. Ces enjeux-là étaient connus combien de temps avant la fermeture? Bien, écoutez, la CNSST, il y avait des mesures de correction à faire pour respecter la décision de l'inspecteur dans ces zones-là, autour du moment où on a annoncé le transfert des activités. Mais le bâtiment n'était pas une option viable en termes de coûts et d'argent à investir par rapport à l'espace, par rapport à lorsqu'on veut que la justice soit rendue d'une façon qui soit, qui soit aux normes pour pouvoir rendre. Alors, est-ce que ce sont, M. le Président, les employés qui ont demandé une inspection par la CNESST? Comment c'est arrivé? Parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas en sécurité? Je me souviens plus exactement de quelle façon l'inspecteur est venu, mais il faut comprendre qu'il y a des services municipaux dans ce bâtiment-là. Le conseil municipal siège là. Le CAVAC, de la façon que c'était organisé, dans le fond, c'est soit des travaux ou soit le tonnerre. Un ou l'autre. OK. Alors, c'est ça. Exemple, le bloc cellulaire où les détenus étaient débarqués. Ils débarquaient sur le côté, mais c'était la même porte où est-ce que les victimes rentraient pour aller au local du CAVAC. Fait que c'était vraiment pas un point de service qui était optimal. Et surtout avec ce qu'on veut faire pour les tribunaux spécialisés, donc le transfert à Rimouski. Ça, je le comprends, M. le Président, mais ma question est la suivante. Cette situation-là a perduré combien de temps? Parce que le bloc cellulaire devait être en même place, il devait utiliser la même porte. Donc, ils ont fait ça pendant combien de temps avant qu'il y ait un rapport de la CNSST qui vous dit que c'est dangereux, puis que là, vous avez décidé de le fermer? Bien, lorsque vous avez, supposons, une inspection de la CNSST, vous avez des mesures correctrices à apporter pour se conformer. Dans le cas qui nous occupe, les mesures correctrices devaient être, je crois, effectuées pour le mois de février, janvier ou février. Et j'ai pris la décision, considérant l'ensemble des coûts, l'ensemble de l'œuvre du bâtiment, de faire en sorte de déménager les activités. Oui. Maintenant, avec respect, je vais reposer ma question. Moi, ce que je veux savoir, il y en a eu un rapport de la CNSST, il y avait des mesures correctives. D'accord, ça, je comprends bien.
Moi, ce que je veux savoir, c'est que cette situation-là existait depuis combien de temps avant? Là, je comprends que vous ne savez pas qui a appelé la CNESST pour qu'il fasse une inspection, mais ça a duré combien de temps? C'était là depuis 1 an, 2 ans? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont plaintes? C'est ça que j'aimerais savoir. Bien, la situation du palais, mais pas du palais, du point de service, était problématique depuis plusieurs années. À titre d'exemple, il faut comprendre qu'on n'est pas propriétaire du bâtiment. Mais quand je dis qu'on n'est pas propriétaire, exemple, prenez le Palais de justice de Québec ici. C'est la Société québécoise d'infrastructure qui est propriétaire, puis le ministère de la Justice loue. Mais quand c'est un bâtiment public, c'est la SQI qui en est propriétaire. Dans ce cas-là, comme certains points de service que nous avons au ministère de la Justice, on était locataire. Donc, c'est au propriétaire à faire les travaux, donc en l'occurrence la Ville, pour le rendre adéquat en fonction des besoins du ministère de la Justice puis de la Cour. Alors, dans ce cas-ci, en fonction des coûts, associés en fonction de l'espace, c'était pas un bâtiment qui était opportun de modifier et d'investir cet argent. Et ça, je le comprends, mais vous aviez des employés du ministère de la Justice dans ce point de service-là? En fait, il y avait des employés du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Il y avait également, dans le fond, il y a des procureurs qui s'y rendaient sur place, mais on ne fait aucun compromis pour la sécurité des usagers. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de transférer les activités. Et là, je comprends que le point de service est fermé complètement. Il n'y a plus personne. Sauf pour les fins municipales, évidemment, parce que je comprends que c'est l'hôtel de ville. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels a un autre point de service à Montjoly pour rencontrer les victimes. Là, est-ce que tout est fermé? Les activités sont transférées. Oui, toutes les activités sont transférées à Rimouski, sauf les employés du CAVAC qui ont une place d'affaires. Puis on assume les frais de transport, notamment pour les victimes, au niveau de la taxation des témoins. Donc, s'il y a une personne victime, il faut qu'il se déplace au Palais de justice de Rimouski, elle est remboursée de son kilométrage. Et après la fermeture... Puis, peut-être un élément additionnel, quand le point de service était ouvert, les employés venaient aussi, il y a certains employés qui venaient de Rimouski pour travailler au greffe du Palais de Montjoly. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas des activités judiciaires à tous les jours. Je comprends. Maintenant, j'imagine qu'en fermant le local, vous avez aussi arrêté de payer le loyer? On était liés par voie contractuelle, donc on va payer jusqu'à la fin du bail. Et la fin du bail, c'est quand? Il reste encore un an. Il reste 1 an. Donc, vous allez payer encore 35 000 pour l'année qui reste. D'accord. 36. 36 000, parfait, merci. Bien. Je comprends que vous avez transféré les dossiers au palais de justice de Rimouski. À la question en lien avec des renseignements particuliers, la question 83, on apprend que c'est 324 causes criminelles, 26 causes pénales actives, mais ça, c'est en date du 22 janvier 2025. Avez-vous une mise à jour du nombre de causes qui ont été transférées, autant en matière criminelle qu'en matière civile, et est-ce que ça a occasionné des délais en matière criminelle? Bien, on va demander si on a le détail, là, mais dans le fond, c'est les mêmes juges, les mêmes procureurs qui allaient à Montjoly. Ouais, puis on avait la disponibilité de salle aussi au Palais de justice de Rimouski, qui est pratiquement neuf. D'ailleurs, c'est le ministre Saint-Arnaud qui avait lancé la construction à l'époque. Bien. Vous nous avez dit que, en fait, vous venez de le dire, en ce qui a trait aux victimes d'actes criminels, si elles sont de Montjoly, on assure leur transport aux frais de l'État. J'ai bien compris? C'est ça, lorsqu'elles sont Parfait. assignées. Puis, dans le fond, pour les victimes, elles peuvent recevoir les services avant l'audition, puis même le suivi directement à Montjoly. Le CAVAC a une place d'affaires pour les services dits courants à Montjoly. Parfait. Je vous remercie. Maintenant, toujours en lien avec les palais de justice et leur état, je crois comprendre que le palais mais vous le savez sûrement, M. le ministre, ils sont classifiés.
avec des lettres quant à leur état, en fait, leur mise en état. Le palais de justice de Saint-Jérôme est passé de A à D en peu de temps. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Jérôme et quel est votre plan pour le ramener à un niveau supérieur à D? Donc, le palais de justice de Saint-Jérôme est passé de A à D. Donc, si vous voulez poser une autre question en attendant, je vais vous revenir avec la réponse. Oui, bien, en fait, j'en ai quelques-unes dans le même ordre d'idées. Par ailleurs, il y a eu des rénovations qui ont été faites au palais de justice de Saint-Hyacinthe, Gatineau et Longueuil. Est-ce que vous avez la date de la fin des travaux? Est-ce que les travaux vont bon train? Quel est l'échéancier et le coût? Bien là, pour Saint-Hyacinthe, le palais, les travaux qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait exploser, là. Il est démoli. Donc, ils sont en train de construire un nouveau palais de justice sur le site. Et actuellement, on loue un ancien... C'est un Super C? Oui. Oui. Dans le fond, le palais de justice temporaire est présentement dans un ancien Super C désaffecté. Puis dans le fond... bien, honnêtement, c'est très bien. C'est très bien ce qui a été fait au niveau des salles d'une façon temporaire parce qu'on ne pouvait pas rebâtir directement sur le site à Saint-Hyacinthe avec l'ancien palais. Donc, parce qu'il fallait creuser. Puis l'espace où est situé le site de l'ancien palais, c'était pas possible de mettre le nouveau. Donc, le ministère de la Justice a contracté avec un édifice qui était déjà vacant, puis des aménagements intérieurs qui ont été faits, puis c'est très bien. Et quel est votre échéancier pour les travaux à Saint-Hyacinthe? Bien là, les grues sont là, fait que 2027, je crois. Oui. Donc, ça devrait ouvrir en 2027. Comme supposons, les palais de justice qu'on a en construction, il y a Saint-Hyacinthe, Roberval également, où il avait été annoncé sous le gouvernement de M. Couillard. Mais il est arrivé un incendie, alors ça a retardé la construction du palais. Donc, il y a eu des coûts supplémentaires aussi. Puis là, il devrait être prêt pour Roberval pour l'automne prochain. Et l'autre palais aussi qu'on a au PQI, c'est celui de Rouyn-Noranda également, où on est au début là, de Rouyn, donc Rouyn, si mon souvenir est bon, il y avait un incendie, n'est-ce pas? Roberval. Oui, puis pas Rouyn, non? Non, pas d'incendie. Okay. En fait, le palais de Rouyn fonctionne encore, okay. Mais on a décidé de choisir un autre site, de construire à neuf plutôt que de rénover le palais de justice actuel. Parfait. Dans la liste de vos palais de justice, il y a Victoriaville qui est passé de B à E. Vous avez Laval, qui n'est pas un très vieux palais, qui avait la cote E, qui l'a toujours. Et Bonaventure, qui est passé de C à E. Donc, est-ce que vous avez un plan pour revitaliser et réorganiser ces palais de justice-là? Parce que vous en avez là, de plus en plus qui ont la note E.